Jojo, c'était donc toi depuis le début ? Salut tout le monde, c'est Camille Test. Récemment, j'ai fait l'exercice de compter le nombre d'heures passées dans ma vie à penser à la bouffe. Je me suis rappelé ces longues recherches sur Internet, à tenter de comprendre si finalement il valait mieux manger des fruits avant ou après le repas. J'ai ajouté les heures d'angoisse à me demander si ingérer des baies de goji me permettrait de survivre à tous ces OGM, additifs, conservateurs, radicaux libres, acides gras trans, sucres raffinés et autres perturbateurs endocriniens présents dans mon assiette. J'ai repensé à cette monodiète de blanc de poulet et courgettes vapeur qui, l'été de mes 19 ans, m'avait contrainte, épuisée, à passer 2 mois à errer entre ma chambre et mon canapé. Je me suis souvenue de cette fois où, en famille, j'ai piqué une colère face à une assiette de pâtes servie en dépit d'une intolérance au gluten que je m'étais auto-diagnostiquée quelques semaines auparavant. Mis bout à bout, ce sont des centaines d'heures de recherche, de logistique, de solitude et de stress qu'avec le recul, j'aurais préféré allouer à autre chose. Et je ne suis pas la seule. Selon une étude Ipsos, 1/3 des femmes disent être obsédées par une alimentation saine ou par le fait de compenser chaque écart par du sport. En cumulé, ce sont des millions, peut-être même des milliards d'heures qu'on aurait pu passer à dormir, bouquiner, danser, militer ou faire l'amour. Alors dans cet épisode d'Encore heureux, j'aimerais bien qu'on s'interroge. Est-il possible, d'une façon ou d'une autre, d'avoir un rapport apaisé à la nourriture ? Viendra-t-il un moment où l'on pourra manger en paix ? Pour en parler ce soir, je vous demande d'accueillir Daniel Batoula. Bonsoir. Bonsoir Camille. Daniel, tu seras avec nous toute la saison pour cette première saison d'Encore heureux. Tu es médecin psychiatre au CHU de Strasbourg. Tout à fait. Tu as travaillé sur les troubles des conduites alimentaires dans le cadre d'un travail dans un service de psychiatrie avec une orientation d'addictologie. Est-ce que, en 2 mots, tu peux nous expliquer ce que sont les troubles des conduites alimentaires ? Donc, les troubles des conduites alimentaires, c'est ce qu'on va appeler des moments où dans notre vie, on peut avoir des obsessions par rapport à l'alimentation, par rapport à son corps et par rapport à son poids. Des obsessions qui vont avoir un impact assez négatif sur notre vie, sur notre santé et sur notre qualité de vie et de relation avec les gens. Donc, la nourriture prend un tel espace qu'on oublie un petit peu tout le reste. Donc, ces troubles des conduites alimentaires, on appelle ça aussi des TCA, pour faire bref. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que ça fait dans un service d'addictologie ? Alors, certains psychiatres vont voir un petit peu les troubles du comportement alimentaire comme une addiction au tabac, à l'alcool ou à des drogues. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont montrer à la personne que elle se focalise sur l'alimentation, mais c'est pas le réel problème. Il y a quelque chose en dessous qui pose une plus grosse difficulté. L'alimentation, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la façon dont elle exprime son mal-être pour que les gens autour puissent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Comme une personne qui va beaucoup consommer d'alcool ou de drogue montre aux gens que ça va pas, mais il y a une souffrance en dessous et l'idée c'est d'aller au cœur de la souffrance. La partie émergée de l'iceberg, on essaie de la voir un petit peu autrement. Quand on parle de TCA, on parle de boulimie, on parle d'anorexie, on parle aussi d'hyperphagie. Est-ce que tu veux bien simplement nous expliquer, parce que ces termes, on les utilise tout le temps et en réalité, on ne sait pas toujours exactement à quoi ça fait référence. Qu'est-ce que c'est que la boulimie ? Alors, la boulimie, c'est un trouble du comportement alimentaire où les personnes vont avoir des grosses impulsions alimentaires, vont manger de la nourriture plus ou moins comestible en grande quantité et avoir derrière ça ce qu'on appelle un comportement de purge, donc des vomissements, utiliser des laxatifs ou une hyperactivité physique pour garder un poids un petit peu stable. Donc c'est des personnes d'apparence physique, on ne va pas suspecter qu'il y a une boulimie derrière tout ça. L'anorexie ? L'anorexie, c'est le trouble qui est assez le plus connu quand même, où c'est les personnes qui vont avoir, généralement des femmes, qui vont avoir un contrôle par rapport à leur alimentation, par rapport à leur poids et par rapport à leur image corporelle. Et il y a un contrôle tel que c'est aux calories près et aux grammes près. Et donc, les personnes sont assez décharnées en général, d'un point de vue physique. Et l'hyperphagie ?
Donc l'hyperphagie, ça va être des moments où il y aura des crises alimentaires, se nourrir en grande quantité, mais pas de comportement de purge derrière. Donc les personnes vont prendre du poids et il va y avoir un impact physique qu'on va pouvoir voir de l'extérieur aussi. Il y aura une obésité qu'on verra un petit peu plus que chez une personne boulimique. Alors, on est assez nombreuses dans cette société à avoir au moins un petit peu d'anxiété alimentaire, à contrôler un petit peu notre alimentation, même si c'est seulement se demander est-ce que j'ai mangé trop de sucre aujourd'hui. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, on n'est pas tous sur le spectre du TCA ? Alors, le TCA, c'est le trouble du comportement alimentaire. Il faut qu'il y ait quand même une grosse répercussion dans sa vie pour dire que oui, il y a un trouble alimentaire et il faut consulter, il faut voir quelqu'un, il faut pouvoir en parler, il faut qu'il y ait des professionnels un petit peu qui vous accompagnent. On a tous un petit peu des choses par rapport à l'alimentation sans que ce soit un trouble obligatoirement. Ça ne nous obnubile pas, on n'en rêve pas toute la nuit, on s'empêche pas de voir des gens et ainsi de suite. On va faire un peu attention à certains moments, mais ça nous pourrit pas la vie, entre guillemets. Alors, on va en parler pendant l'heure à venir. On a une deuxième personne qui va nous rejoindre, une invitée qui s'appelle Zina Mebkout. Bienvenue. Bonsoir Zina. Bonsoir. Merci d'être là, Zina. Tu es thérapeute en alimentation intuitive. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu sur ce que c'est que l'alimentation intuitive. Tu es aussi militante antiraciste, féministe intersectionnelle. Tu co-animes un podcast qui s'appelle Yes, avec 3 S. Yes. Yes. Tu viens de Marseille. Tu as toi-même été confrontée à de la boulimie. C'est un peu ça qui a déclenché aussi ce travail que tu fais. Et enfin, tu es militante anti-grossophobie. On peut retrouver une partie de ton travail sur ton Instagram, qu'on partagera à nos auditrices. C'est important de dire que tu es militante anti-grossophobie parce que le rapport à l'alimentation, il est lié évidemment au système dans lequel on est. Et on est dans un système grossophobe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la grossophobie en 2 mots ? Bien sûr. Alors, effectivement, le rapport à l'alimentation, et ce que tu disais, Daniel, qui est l'image corporelle, c'est dans un contexte donné. On vit dans une société où il y a une forte injonction à la minceur. Et si vous étiez tout seul ou toute seule sur Mars, peut-être que vous compteriez pas forcément vos macros et vos calories. Donc, quand on dit qu'on est dans un système grossophobe, quand on parle de grossophobie, c'est un mot assez récent qui est entré dans le dictionnaire francophone en 2019, qui aujourd'hui désigne simplement l'ensemble des discriminations qui sont exercées à l'encontre des personnes grosses. Moi, j'aime bien l'élargir, je le dis régulièrement sur mon Insta, à la définition étymologique, c'est-à-dire la phobie de la grosseur, c'est-à-dire la peur de grossir qui nous habite toutes et tous. La peur de grossir et la peur aussi peut-être de voir ses proches grossir, de s'inquiéter quand on voit un proche grossir ou une proche grossir comme si c'était forcément un problème. Absolument. En fait, on va pas se mentir, on vit dans une société où être une personne grosse, c'est la merde, en fait. Donc, on va le dire clairement. Aujourd'hui, si vous êtes une femme grosse, vous avez juste 8 fois moins de chances d'être recrutée au même poste. Si vous êtes une femme grosse, vous allez être beaucoup moins visibilisée. Vous allez vous sentir très éloignée des standards de beauté, donc vous allez vous sentir moins bien dans votre peau. Vous allez avoir des problèmes d'estime de vous, peut-être même une conception de la séduction qui va être complètement biaisé par ce besoin parfois obsessionnel d'atteindre le standard. Donc en fait, on a toutes et tous peur de grossir parce qu'on a conscience, à nos corps défendants, que grossir, c'est aussi s'isoler d'une forme de norme sociale. Avec un impact médical aussi derrière, parce que dans la médecine, on a aussi une vision assez grossophobe, parce qu'on imagine qu'il y a plein de complications quand les personnes ont un poids surnorme, au-dessus des moyennes. Ce qui, en fait, n'est pas forcément vrai. En réalité, le poids d'une personne, la corpulence d'une personne ne dit rien de son état de santé. Tout à fait. On peut être en obésité ou en surpoids sans avoir plein de pathologies et on a le droit à avoir des soins aussi bien que d'autres personnes et à avoir une chaise adaptée dans son cabinet pour pouvoir s'asseoir correctement quand on va voir un médecin quelconque. Donc à vous entendre, j'ai l'impression que la première solution, c'est déjà en fait de prendre conscience qu'on est dans un système grossophobe et de vraiment s'éduquer en fait le plus possible sur ces questions. Est-ce que toi, Daniel, c'est ce que tu fais avec tes patients, tes patientes? Est-ce que tu leur parles en fait de la grossophobie? Je ne leur parle pas directement de leur grossophobie, mais je me suis rendu compte en discutant avec des patientes qui me disaient en fait, je suis venu vous voir. Et je dis mais pourquoi vous êtes venu expressément me voir? Ben parce qu'en fait, sur les réseaux, on me dit que vous n'êtes pas grossophobe. Et donc, je suis beaucoup plus à l'aise de pouvoir parler avec vous. Et donc, moi, je dis ok, d'accord. C'est pas quelque chose que j'avais conscientisé correctement, mais c'est les patients qui me l'ont fait remarquer. Et effectivement, j'ai des patients obèses qui me disent mais c'est très agréable d'être avec vous parce que on se sent pas jugé du tout. Et ça me fait toujours un petit peu
Je me sens pas très bien par rapport aux confrères qui doivent juger les personnes obèses et donc les patients qui sont pas à l'aise quand ils vont voir des professionnels de santé. Aujourd'hui, quand on est une personne grosse, c'est compliqué de bénéficier de soins médicaux parce que parfois on va aller voir un médecin pour une dent cariée ou pour une angine et on va se prendre des injonctions à la minceur avec des prescriptions de régime. Et finalement, quand on est une personne grosse et qu'on a un problème de santé, l'espace médical n'est pas safe du tout. C'est un endroit où on peut recevoir encore plus de propos discriminants. J'en profite pour préciser que le collectif Gras Politique, sur son site internet, référence un certain nombre de praticiens, praticiennes qui sont formés sur ces sujets, sensibles à ces sujets. C'est important de le noter quand même. On est dans un système grossophobe. On est aussi dans un système néolibéral qui attend de nous qu'on s'auto-optimise en permanence, qui attend de nous qu'on se plie à tout un tas de méthodes autour de l'alimentation, autour de la santé en général, plus ou moins fumeuses. Je voudrais qu'on écoute un témoignage. J'organise toute ma journée autour de la nourriture. D'abord, je ne veux faire du sport qu'à jeun, donc je calcule quand est l'heure de mon dernier repas avant d'y aller. Mais des fois, je traîne trop pour aller au sport, et comme je suis toujours à jeun, je passe en hypoglycémie. Je n'ai plus de force pour aller courir, et donc je culpabilise. Il y a un moment où je n'ai plus la force de me faire à manger, et je me fais livrer n'importe quoi, donc je culpabilise encore plus. Par ailleurs, je me fais un seul gros repas par jour dans le cadre d'un jeûne intermittent très strict. J'ai l'impression que grâce à ça, je contrôle mieux la quantité de nourriture ingérée par jour. Souvent, quand je cuisine ce repas unique, je me fais une salade de lentilles vertes avec des légumes crus dans un saladier plein. L'avantage, c'est que ce repas m'épuise et sa digestion me fait dormir ensuite, ce que j'apprécie. Car pendant que je dors, je ne pense pas à la nourriture. Zina. Wow. C'est effrayant et en même temps c'est tellement représentatif de ce qui se passe dans la majorité des esprits justement qui vont générer énormément d'énergie pour essayer de compter leurs calories, d'organiser toute leur vie, même leur vie sociale en fonction de la nourriture. Ça prend un espace mental démentiel et c'est quelque chose d'assez impactant sur la santé mentale finalement. Et là, on voit justement qu'on peut parler de troubles puisqu'elle dit le seul moment où je pense pas à la nourriture, c'est quand je dors. Tout le reste de sa vie est envahi par l'alimentation. Elle y pense quotidiennement, tout le temps. Est-ce que là, on peut parler d'orthorexie ? Alors l'orthorexie, c'est le fait de vouloir absolument bien manger, en droit, de manière correcte. Oui, là, dans le témoignage qu'on entend, on peut effectivement penser que la personne souffre d'un trouble d'orthorexie. Elle tient absolument à manger des lentilles, des légumes crus et que ce soit bien pour son corps et des aliments sains. C'est une obsession importante chez la personne. Alors, je voudrais juste me permettre de réagir à un truc intéressant, c'est que le point commun de tous les troubles de la conduite alimentaire qui ont été évoqués ce soir, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire le fait de se restreindre cognitivement. Donc que vous mangiez ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous ayez une pensée, un jugement vis-à-vis d'une forme de nourriture. Et donc il y a une pensée très binaire de l'alimentation. Il y a ce qui est de l'ordre de la junk food, des aliments pas bien, entre guillemets, et puis ce qui est de l'ordre des aliments équilibrés, on l'entend dans ce témoignage. Et du coup, il y a un truc très binaire qui crée une espèce de parano, un terrain de pensée obsessionnelle qui peut vraiment miner les gens et créer ce qu'on appelle un raisonnement dichotomique, c'est-à-dire que soit vous mangez un aliment santé et vous êtes bien, vous êtes dans votre régime et c'est chouette, soit vous craquez pour un pauvre carreau de chocolat et dans ces cas-là, foutu pour foutu, vous y allez et c'est le terrain de tous les comportements qu'on édictait tout à l'heure. Et donc toi, ce que tu conseilles, c'est justement de sortir de la binarité, de s'observer penser, d'observer les termes aussi qu'on utilise pour qualifier, je sais pas, un écart, une gourmandise, un plaisir, comme si le reste du temps on se faisait pas plaisir. Absolument. Bon, alors, la binarité, de toute façon, c'est vraiment nul et ça concerne pas que la bouffe, qu'on soit d'accord. Maintenant, effectivement, il y a tout un vocabulaire qui accompagne ce qu'on appelle la culture des régimes, c'est-à-dire cet ensemble de croyances qui consiste à penser, d'ailleurs c'est un ensemble de croyances très mouvant, mais un ensemble de croyances qui consiste à penser que manger tel ou tel aliment, c'est santé, c'est bien, manger tel ou tel aliment, c'est pas bien, enfin toutes ces projections morales, et finalement sortir de la binarité, se rendre compte qu'on mange pour plein d'autres raisons que notre apparence physique, ça peut être très libérateur. Donc il va y avoir du vocabulaire comme les grignotages, les repas, donc il y a les vrais repas, il y a les faux repas. En fait, moi je parle de prise alimentaire quand j'accompagne ma patientèle. C'est-à-dire que à partir du moment où vous mangez, même un Snickers à 15h, c'est un repas. Pourquoi il y aurait une espèce de hiérarchie des repas ? Déjà juste un petit peu désacraliser ce rapport à l'aliment en fait.
Alors j'avais envie de vous parler, moi, d'un phénomène que j'observe très régulièrement qui, à mon sens, est un comportement orthorexique. Tu me diras, Daniel, si c'est le cas. C'est la chasse au pic de glycémie qu'on voit de plus en plus, surtout depuis la sortie d'un livre qui s'appelle Glucose Goddess, qui a été écrit par une biochimiste qui s'appelle Jessie Inchauspé, et qui, en gros, considère que l'un des grands problèmes de la vie, ce sont les pics de glycémie, donc il faudrait les contrôler. Et parmi, les conseils, ou en tout cas ce qu'elle a essayé, et donc que les gens reproduisent un petit peu, il y a le fait de se faire poser un capteur de glucose, donc c'est ce petit élément un petit peu plastifié, un petit peu beige là, qui sont utiles pour les personnes qui ont des diabètes de type 1. Et qu'aujourd'hui, on voit sur des personnes qui n'ont pas de diabète, ça pose plein de questions, notamment le fait qu'en réalité, ça crée des ruptures de stock en pharmacie qui mettent en danger les personnes diabétiques, mais surtout, ça dit quelque chose de ce besoin de surcontrôle qui fait qu'on finit par s'augmenter quelque part avec un élément comme celui-ci. Et j'avais simplement envie de apporter peut-être une explication à ça, qui est un terme d'une philosophe qui s'appelle Alenka Zupančič, qui est slovène, et qui parle de biomorale, c'est-à-dire un système moral dans lequel on est aujourd'hui, qui, en gros, considère que nous sommes des bonnes personnes si nous sommes en santé, et si nous faisons attention à notre santé. Et donc, il faut aller très très loin pour contrôler cette santé. Effectivement, on est dans un monde où on contrôle les normes, et donc on peut contrôler la glycémie, on peut contrôler le poids, on peut voir des choses, on peut savoir, et puis définir des normes. Vous êtes dans la norme, vous n'êtes pas dans la norme, alors qu'en fait, notre corps s'autorégule tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir un capteur de glycémie, parce que en fait, notre corps va produire de l'insuline une fois qu'on a mangé, et c'est bon, on va pouvoir vivre notre vie. Bien sûr, si on a une pathologie telle que du diabète, dans ce cas-là, il faudra pouvoir faire des injections d'insuline ou prendre des médicaments et avoir un capteur. Effectivement, le fait de mettre des capteurs à tout le monde, ça entraîne des grosses pénuries pour les personnes qui en ont besoin avec un grand risque vital. Et le fait de vouloir se contrôler absolument dans plein de choses, il y a toujours des moments où on sort de la norme ou de la zone de contrôle automatiquement. Et donc, dans ce cas-là, on va culpabiliser, ça va engendrer énormément de stress et ça va engendrer plein d'autres choses derrière tout ça. Alors, c'est sûr, je te suis complètement, d'autant plus qu'on vit dans une société où on a accès à la data, et la data nourrit le contrôle, et ce besoin de contrôle, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la restriction cognitive, va nourrir des terrains compulsifs obsessionnels. Finalement, plus vous pensez à un truc, plus vous avez envie de le consommer. Donc de toute façon, le fait de surveiller, de mettre une énergie démentielle, déjà c'est la base du problème. Quand je dis qu'il faut sortir de la binarité, c'est une façon de dire que c'est important de sortir du contrôle. Donc comme tu le dis très bien, notre corps s'autorégule, c'est très bien, le corps est juste magnifiquement bien fait. Et finalement, l'exemple que j'aime bien donner, c'est que si vous avez envie de faire pipi, vous allez faire pipi. Et puis une fois que c'est fait, vous vous posez pas 1000 questions. Vous dites pas, je vais arrêter de boire de l'eau à partir de 17h. Dites donc, ce matin par contre. et du coup, à chaque fois que je donne cet exemple, ça nous fait sourire, mais finalement, c'est littéralement ce qu'on fait avec la nourriture. Et est-ce que du coup, je sais que toi, Zina, quand tu accompagnes des personnes, tu leur demandes toujours que vous permettrait cette perte de poids. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de, en fait, ça me permettrait d'être une bonne personne, et du coup, est-ce que la solution, c'est pas de se dire, en fait, contrôler mon taux de glycémie ou n'importe quoi d'autre ne fait pas de moi une meilleure personne, en fait? Totalement. Mais en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que je pense en tant que professionnel de santé, en tant qu'accompagnant, on a une responsabilité à questionner la demande de perte de poids. Encore une fois, elle ne se fait pas en dehors d'un contexte sociétal. Quand une personne arrive et qu'elle demande à maigrir, elle le fait pas toute seule sur Mars. Elle le fait dans une société où être mince c'est mieux et être gros c'est pas bien. Et gros c'est associé à plein de choses problématiques. Et finalement, j'aime bien poser la question à mes patients-patientes. Alors parfois il y a des raisons importantes, mais parfois c'est simplement j'ai envie de plus plaire à mon mec, j'ai envie de me sentir mieux dans tel cours de gym. Et finalement, quand on pose les constats ensemble, cumulés, on se rend compte que ce qui pose le plus problème, ce sont les discriminations subies par les personnes grosses. C'est les premiers éléments de motivation de demande de perte de poids. Alors parfois, les difficultés alimentaires, elles n'arrivent pas forcément de là où on pense. Je voudrais vous faire écouter un témoignage d'une personne qui travaille dans la santé et dans le bien-être, et pourtant. À un moment de ma vie, j'ai plongé dans l'orthorexie. J'ai fait une formation de naturopathie et dans les écoles où j'étais, une partie de mes profs étaient très stricts sur l'alimentation. La plupart nous poussaient à privilégier une alimentation crue. Ils nous conseillaient aussi de manger que des fruits jusqu'à 16h, avant de faire le seul vrai repas en fin de journée. Moi, j'étais persuadée qu'ingérer le moindre aliment entre guillemets toxique était une catastrophe, que ça salissait et abîmait mon corps, et que du coup, il fallait le purifier en permanence.
Alors, c'est ce truc un peu de purification, on est en train de s'empoisonner, sans aller forcément jusqu'à des situations de détresse comme celle qu'on vient d'entendre, c'est assez fréquent. En réalité, je pense que si on faisait un sondage dans cette salle, il y aurait beaucoup de personnes qui diraient bah oui, moi j'ai l'impression parfois de salir un peu mon corps parce que j'ai mangé, je sais pas, un McDo. Mais c'est le coup de j'ai besoin de me détoxifier, c'est un grand classique. On nous vend ça à toutes les sauces, finalement, alors que notre corps est capable de se détoxifier tout seul. Et l'autre truc sur lequel j'ai envie de réagir quand j'entends ce témoignage, c'est sur la formation des professionnels de santé. Finalement, elle est naturopathe. On pourrait penser que quand on s'intéresse à la santé, à l'accompagnement des personnes, on pourrait au contraire avoir une forme de sérénité vis-à-vis de ces sujets. Et finalement, institutionnellement, structurellement, ces formations, y compris la médecine, sont basées sur ces injonctions qui est celle de la minceur, mais aussi, disons-le franchement, de la jeunesse, du sexisme, de la blanchité. Enfin, le standard de beauté aujourd'hui, il est complètement universalisé, pas seulement par les réseaux sociaux et les médias, mais les accompagnants et accompagnantes de la santé s'en font le relais. Et moi, je trouve ça dommage que quand on fasse une école de naturopathie, on ait une envie obsessionnelle de tout mesurer. Ça dit quelque chose de l'institution dans laquelle c'est enseigné. Et donc, à l'autre bout du spectre, en fait, dans une solution complètement différente, ça serait plutôt de former des professionnels à finalement accompagner des gens en les encourageant, en quelque sorte, à se foutre la paix. Complètement. En fait, ce serait génial. J'ai envie de donner un exemple. J'ai une patiente une fois qui m'a expliqué qu'il fallait à tout prix qu'elle maigrisse parce qu'il y avait aucun sport qui était adapté pour elle. Enfin, il y a des sports, mais c'est des trucs chiants. En plus, c'est à la salle, les gens se moquent de moi. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des sports de sensation. J'ai envie de faire de l'acrobranche. Et donc, une fois, elle s'est pointée dans un centre d'acrobranche et on lui a dit qu'elle avait dépassé le poids maximum. J'ai appelé le centre à côté de chez moi et j'ai appris que le matériel pouvait supporter jusqu'à 2 tonnes. Voilà. Donc, dire un peu aussi, questionner un peu les croyances limitantes et les comportements grossophobes. Se foutre la paix, c'est un peu la base de l'alimentation intuitive. Est-ce que Zina, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'alimentation intuitive ? Oui, alors je vais essayer de faire court et pas fastidieux, mais c'est une approche qui a été cofondée par 2 diététiciennes états-uniennes en 1995, Elise Reich et Evelyn Tribble, qui ont prescrit des régimes toute leur vie et qui ont constaté qu'en fait, la majorité des personnes, quand elles revenaient, parce qu'il y a aussi beaucoup de perdus de vue, mais la majorité des personnes revenaient avec le poids perdu, voire plus. Et elles ont eu le courage politique de constater que restreindre l'alimentation des personnes, ça n'aidait pas les personnes grosses. Au contraire, ça les mettait sur des terrains obsessionnels. Et elles ont cofondé une approche dans laquelle il y a 10 principes que je peux résumer en simplement apprendre à se foutre la paix, à apprécier son corps pour ce qu'il peut nous apporter et à apprécier l'alimentation pour le plaisir, la connexion que ça peut nous apporter, le partage culturel également. En réalité, toi, tu donnes pas vraiment de conseils, enfin en tout cas pas beaucoup de nutrition, ou tu conseilles pas de régime de rééquilibrage alimentaire. Au contraire, tu crées des espaces de liberté, c'est ce que tu me dis. Oui, exactement. C'est-à-dire que souvent, je vais avoir des personnes qui vont arriver en mode bon, j'ai envie de maigrir, même si je sais que j'ai lu tes posts, mais en fait, j'ai envie de maigrir. Et du coup, j'adore ce genre de conversation parce que finalement, on se retrouve régulièrement à se rendre compte que derrière la prise alimentaire ou la non-prise alimentaire, il y a des questions d'estime de soi, il y a des questions de dynamique relationnelle, il y a des questions de relations au travail ou de relations amoureuses. Et finalement, on essaye un peu de re-questionner le monde de ma patientèle avec une lecture la moins male-gaisée possible, c'est-à-dire la moins dans le standard de beauté, en se disant mais est-ce que tu peux kiffer ta best life sans ressembler à je sais pas quel, j'ai même pas envie de donner un exemple, mais quelqu'un qui fait du 38 et qui correspond à la couverture de magazine, quoi. Je trouve que l'alimentation intuitive, il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire parce que, en quelque sorte, on essaie d'apprendre aux gens à sortir de l'hyper-contrôle et en même temps, il me semble qu'il y a quelque chose de très rassurant à aller dans l'hyper-contrôle. À nouveau, je voudrais qu'on écoute un témoignage. Il y a quelques mois, j'ai décidé de participer à un jeûne alimentaire car j'avais des problèmes de digestion et on m'avait dit que cela pouvait être bénéfique. J'avais eu quelques troubles alimentaires des années plus tôt, mais depuis rien. J'avais un rapport très apaisé à la nourriture. Pendant le stage, nous avons beaucoup parlé de nourriture, nous avons élaboré des menus de reprise alimentaire assez stricts et même si officiellement le séjour ne visait pas l'amincissement, nous étions pesés environ 1 fois par jour. Au retour du stage, j'ai commencé à être obsédée par la nourriture, par ce qui était bon pour moi ou pas. S'en est suivi de longues semaines à manger compulsivement puis à me faire vomir. J'ai senti que quelque chose s'était déréglé en moi pendant ce jeûne. Le rapport sain à la nourriture et à la forme parfois changeante de mon corps que j'avais construit s'est totalement déréglé pendant ce jeûne. Et aujourd'hui, je regrette d'y être allée.
Daniel, ce témoignage, qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'il nous dit que, avec les meilleures intentions du monde, finalement, on peut faire n'importe quoi ? Effectivement, là, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la pesée quotidienne. Donc, c'est vraiment dans le contrôle, dans la surveillance. Et puis, si on n'est pas dans la bonne norme, on se fait limite taper sur les doigts. On se dit c'est pas bien. Et c'est à nouveau, on se focalise sur la partie émergée de l'iceberg, sur le poids, sur l'apparence physique, alors que la personne avait peut-être d'autres souffrances et que elle voulait contrôler absolument ça pour masquer ses autres souffrances, parce que ça lui permet d'avoir un contrôle sur quelque chose, alors que ses souffrances, c'était plus compliqué d'avoir un contrôle là-dessus. En fait, finalement, le contrôle, c'est la zone de confort, puisque c'est littéralement ce à quoi on a été conditionné depuis notre naissance. Enfin, on surveille les courbes de poids déjà des femmes enceintes. Donc, finalement, sortir du contrôle. Moi, j'aime bien dire que l'alimentation intuitive, c'est un nom un peu pourri, parce que c'est vraiment pas intuitif, dans le sens où quand on a été conditionné à tout ça, le réflexe logique, c'est le contrôle. Et en fait, ça peut être assez vertigineux au début de se dire, vas-y, j'arrête de contrôler, c'est bon, tranquille. En fait, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner à ce moment-là. Je pense qu'effectivement, il y a cette peur légitime de se dire... moi, par exemple, quand j'étais adolescente, la mère d'une amie m'a dit tu verras, Camille, toute ta vie, tu vas te rendre compte que les femmes contrôlent leur alimentation, contrôlent leur poids, et tu devras faire pareil. Donc, en fait, c'est quand même... Il y a tout un tas d'injonctions comme ça qu'on nous a ressassées depuis très, très longtemps. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que si on lâche le contrôle, en fait, on va péter un câble et manger l'intégralité d'un magasin ou d'un frigo, quoi? Ah, c'est sûr. En fait, c'est assez vertigineux. On est comme en haut d'une montagne, en mode, je vais sauter sans filet de sécurité, il se passe quoi? Et moi, j'adore dire, justement, c'est le moment où on va se rendre compte qu'il se passe rien. Mais littéralement rien. C'est-à-dire que si tu vides un placard, Camille, qu'est-ce qui se passe après? Au bout d'un moment, t'en as marre. Et on a plein d'exercices en alimentation intuitive où on propose aux personnes d'essayer leur aliment préféré de façon illimitée, en quantité vraiment illimitée. Et il y a toujours un moment où, si vous mangez 5 paquets, 6 paquets, 10 paquets, 15 paquets de Haribo, il y a un moment où vous pouvez plus les voir en peinture. Ça marche quand vous avez commencé un petit peu à déstresser votre rapport à l'alimentation. On est régulé. On est fait pour être écœuré d'une certaine dose de sucre, d'une certaine dose de gras ou d'une certaine dose de n'importe quoi au bout d'un moment. Par contre, si on s'installe dans un truc d'hyper-contrôle et de culpabilité, parce que ce sont les deux faces d'une même médaille, une fois qu'on se met à manger, on se sent coupable et du coup, on est dans une forme d'auto-punition en mode puisque de toute façon, je fais n'importe quoi, allez, j'y vais. Et c'est là où on peut manger 30 pizzas sans s'arrêter parce qu'on a plus d'amour de soi et une déconnexion à ses sensations corporelles. Dans ces difficultés alimentaires, que ce soit une petite anxiété alimentaire ou des choses plus graves, il y a aussi, je crois, beaucoup de solitude. On se retrouve souvent un peu seul, comme ça, dans la honte. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué. 53% des femmes, selon une enquête Ipsos, qui ont déjà souffert de déséquilibre alimentaire, n'ont jamais osé en parler à qui que ce soit. C'est incroyable. C'est plus de la moitié des personnes. Je voudrais qu'on écoute 3 personnes qui ont bien voulu nous parler un petit peu de ça. Je ne parle pas de mon rapport compliqué à l'alimentation à cause des remarques incessantes que je subirais. De type « Quoi ? Encore une salade ?» Ou alors je le fais de façon faussement décomplexée sur le ton de l'humour. Du genre « Comme beaucoup, on m'a mise au régime à 6 ans, normal que j'ai des TCA. » Voilà, je n'en dis pas plus. Je dois beaucoup contrôler mon alimentation pour des raisons de santé. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques qui pourrait évoluer en diabète de type 2. Donc je suis très à cheval sur mon hygiène de vie. Je prépare tous mes repas. Mais j'en parle qu'à des gens très proches qui peuvent comprendre. Sinon, je passe pour la chieuse qui veut maigrir et je dois constamment me justifier. J'ai longtemps eu honte de me goinfrer sans raison sans réussir à m'arrêter. Et puis j'ai fini par en parler à mes copines et on s'est rendu compte qu'en réalité, on avait toutes un problème avec la nourriture. Ce 3e témoignage, le fait finalement d'ouvrir la parole, de sortir de l'omerta, l'expression est peut-être un peu forte, mais est-ce que il n'y a pas une solution là-dedans en fait, de se dire ok, en fait il faut qu'on arrête ce truc où en fait on est seul avec nous-mêmes, on est seul avec nos petites difficultés. C'est extrêmement libérateur d'être capable de le partager et du coup peut-être de se soutenir. Et bien sûr dans un contexte aussi de non-jugement, d'accueillir l'autre et son rapport à la nourriture de façon en fait assez inconditionnelle. Tout à fait, c'est un espèce d'hashtag où on peut dire moi aussi j'ai des difficultés avec l'alimentation, comme la plupart des gens. Il y a des moments où on culpabilise quand on mange un peu trop, ou il y a des moments où on a envie d'un peu plus contrôler, sans que ce soit non directement un trouble alimentaire ou que ce soit quelque chose de dramatique, mais c'est important de pouvoir en parler parce que sinon on se sent vraiment isolé dans son coin et on n'arrive pas un petit peu à s'en sortir. C'est pour ça que souvent dans
dans l'hôpital où j'ai travaillé, il y avait ce qu'on appelle des groupes thérapeutiques. Donc, c'est-à-dire plusieurs patientes qui se retrouvent et avec des professionnels et qui peuvent parler dans un endroit sécurisant, dans une ambiance bienveillante et qui parlent de leurs problèmes alimentaires, des difficultés qu'elles ont rencontrées et des trucs et astuces parfois qui les ont aidés à avancer un petit peu ou les choses qui les ont moins aidés à d'autres moments. Moi, je pense que c'est important qu'on en fasse un sujet carrément, qu'on le banalise complètement, parce que je pense que les 53%, je suis persuadée que c'est sous-estimé, c'est une conviction que j'ai. Je pense vraiment que ça concerne toutes et tous, et que on est toutes et tous concernés par cette peur de grossir, par cette peur de pas manger ce qu'il faut. C'est quelque chose qui va nourrir beaucoup de parano, et finalement, en discutant, en faisant un sujet banal, en l'abordant le plus souvent possible. En rigolant aussi. En rigolant aussi, bien sûr, en dédramatisant, en banalisant, ça fait du bien. Et puis, ça permet aussi des relais de solidarité. Il y a un truc sur lequel j'ai envie de réagir dans le témoignage, c'est que un grand classique, alors promis, je fais pas de digression, mais un grand classique de la médecine, ou en tout cas de l'impuissance, face à une maladie féminine, face à laquelle on n'a pas forcément beaucoup de solutions, parce que la recherche en santé publique surreprésente les hommes, c'est de répondre que va falloir faire attention, madame, à ce que vous mangez. Mettez-vous les conditions pour qu'on puisse le mieux vous soigner possible. Bon, en vrai, on peut pas vous soigner, mais en attendant quand même 6 fruits et légumes par jour, quoi. Et de se rendre compte que ça contribue aussi à nos culpabilités. D'en parler, de se confronter à ça, c'est chouette, c'est hyper chouette. On va faire une toute petite pause, les amis, et se retrouver dans un instant. Pour passer de la théorie à la pratique, Daniel, tu as un exercice à nous proposer. On va prendre 3 volontaires dans la salle. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des grandes motivés. Promis, c'est que du plaisir. Donc, j'aimerais juste qu'il y ait 3 personnes qui puissent venir me rejoindre devant. Ça a l'air trop cool. N'hésitez pas à lever la main. Waouh, oui! Si tu veux bien descendre et nous rejoindre. 2. Deuxième, 3. Ah, parfait. génial. Merci. Si vous voulez bien nous rejoindre juste en bas. Je vais en profiter pour expliquer un petit peu l'exercice. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est ce qu'on appelle de l'alimentation en pleine conscience. Donc, en fait, je vais vous proposer de manger un aliment en le faisant avec vos 5 sens. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, avec vos différents sens, regarder, observer, goûter, sentir l'aliment que je vais vous présenter et le décrire. Comme si vous, par exemple, vous décriviez quelque chose à une personne qui était aveugle. Donc, vous devez d'abord commencer par décrire la chose, ensuite voir avec l'odorat, le toucher, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions ? Ok, j'ai été a priori assez clair. Donc voilà, je ne dis pas ce que je donne, comme ça les gens qui vont nous écouter vont pouvoir essayer de jouer le jeu. Et je vais demander à qui a envie de commencer avec un premier sens. En général, on va commencer par le sens de la vue, puisqu'on observe les choses de loin avant de s'en rapprocher. Est-ce que quelqu'un a envie de pouvoir décrire visuellement, comme si vous le décriviez à une personne qui était aveugle, ce que vous avez dans la main ? Il n'y a pas de piège. Alors, je tiens un petit rond. Il est tout mignon. Il a 2 couleurs. Une couleur sable et une couleur noir, un marron très foncé. Et sur la partie noire, marron très foncé, il y a des petits reliefs comme si on avait fait un vieux cachet de lettres. Très bien, très bien. On a eu de la poésie pour la description visuelle. Je vous encourage à fermer les yeux dans le public. C'est assez intéressant de pouvoir bien se focaliser sur ce que les gens vont pouvoir vous dire. On peut passer à un sens différent si vous le souhaitez. On peut passer par exemple au sens du toucher pour pouvoir un petit peu, puisque c'est le 2e sens auquel on a affaire en général. Donc on s'est approché de l'objet, on l'a vu, on peut le toucher. Et donc l'objectif, encore une fois, ça va être de pouvoir décrire ce que vous avez dans la main à une personne qui n'a pas cet objet dans la main, la sensation que vous avez, et ainsi de suite. Alors, il y a un côté un peu râpeux, et le dessus, on sent justement des reliefs, mais c'est aussi très lisse. Donc, les 2 couleurs ont aussi des textures différentes. D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. Oui, il y a quelque chose d'intéressant, ce que vous venez de faire avec vos mains. Qu'est-ce qui s'est passé avec la texture du dessus ? Du coup, sur le relief un peu marron, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lettres, des différentes lettres de différentes dimensions aussi.
Et du coup, ça donne des sensations assez différentes sur les doigts, selon la partie où ça s'appuie. D'accord, très bien, très bien. Il y a une petite particularité en plus que vous pouvez voir au fur et à mesure, c'est que quand vous tenez l'objet dans la main, les deux surfaces vont se comporter d'une façon assez différente, puisque la surface du dessus va commencer à changer de composition. Ça va un petit peu comme se fondre dans la main, comme ça, la sensation au-dessus. Alors qu'en dessous, ça va rester intact. Je vous invite à sentir ce que vous avez dans la main et à pouvoir un petit peu dire les différentes odeurs que vous percevez. Ça sent la framboise. D'accord. Et le sucre. Ok, très bien. Je sens le beurre. Ouais. Et le chocolat. D'accord, très bien. Moi, je sens un peu l'odeur d'une chaussure, en fait. J'espère que c'est une chaussure non portée. Il y avait un premier... Oui, je pense, parce que quand même, ça reste... Il y avait un premier effet... et puis après, D'accord, c'est intéressant. Très bien. Est-ce qu'on va finir par les manger ? Oui, on va justement passer au goût. Donc, je vous invite tranquillement à goûter ce que vous avez. Le sens de l'ouïe va être un petit peu plus compliqué à faire avec ce type d'objet, mais voilà. Donc là, vous prenez le temps de goûter tranquillement et de voir. On a décrit les sens avant et vous allez peut-être les retrouver dans la bouche et voir un petit peu est-ce que ce que j'ai senti, ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, ça se retrouve dans le goût ou est-ce que c'est complètement différent ? Est-ce qu'au final, là, ça goûte pas le beurre du tout ou voilà. Est-ce que ça goûte la chaussure ? On a des visages assez peu convaincus pour le moment. Un peu décevant, à vrai dire. Je m'attendais vraiment à vivre un moment de plaisir, mais... Je vous avoue que je ne les ai pas préparés moi-même. Donc Voilà, mais en fait, y réfléchir, je trouve ça assez trop acide et fade en même temps, enfin, un peu cartonné en même temps. Enfin, ok, très bien. Ouais. Très très bien, merci. C'est rigolo ce que tu dis, parce que moi, je le trouve trop doux. Et surtout, je l'imaginais plus croquant, alors que pas du tout. Enfin, par le toucher, j'imaginais que c'était vraiment croquant. Et alors, c'est très, très mou. Et c'était la surprise pour moi. Du coup, on a le dessus qui se craque quand même un peu dans la bouche. Et le dessous qui est très, mou, moelleux. Et bon, après, une question de goût, mais visiblement, c'est pas notre Madeleine de Proust. D'accord, ok, très bien. merci beaucoup de vous être prêté à cette vidéo. exercice. Merci à nos trois C'est très volontaires, vous gentil. pouvez les applaudir peut-être. Si vous voulez, vous pouvez les reposer là. Donc, on a pu voir un petit peu avec cet exercice qu'on peut avoir un rapport un peu différent à la nourriture. Ça peut parfois nous rappeler des souvenirs agréables ou pas. Et puis, ce qu'on aurait mangé sans y réfléchir, en mangeant peut-être tout un paquet entier, on se rend compte qu'en prenant le temps, en fait, ça nous plaît pas du tout ce qu'on est en train de manger. Et puis, ça nous convient pas. Ça a pas le goût qu'on espérait. Alors, on le finit pas. Et puis, voilà. On prend le temps, on prend du plaisir et on se questionne sur ce qu'on est en train de faire. On ne mange pas de façon compulsive ou mécanique ou réfléchie. C'est vraiment, on se laisse porter par les sens. Cet exercice que tu viens de proposer, Daniel, il me fait un peu penser à ce que propose une coach qui travaille sur la notion de plaisir, qui s'appelle Chloé Lécrivain, qui, en gros, organise des ateliers de cuisine avec après l'idée de goûter ce qui a été cuisiné, mais en essayant de multiplier les expériences, d'essayer de se souvenir, par exemple, quelle odeur nous rappelle quel moment de sa vie, les images qui viennent quand on goûte telle et telle chose, en fait, d'avoir une relation bien plus plurisensorielle à l'alimentation, de vivre des choses fortes avec l'alimentation. Il y a quelque chose de presque un peu spirituel aussi. Enfin, moi, je sais que ces dernières années, j'ai essayé quand je mange, de faire un truc qui est finalement qu'on retrouve dans certaines religions, qui est de me rappeler aussi que cette bouffe, elle vient de quelque part, qu'elle a été créée, travaillée par des personnes et qui ont mis parfois des centaines d'heures de travail. Et le fait comme ça de savoir qu'en fait tout ce que je mange peut avoir une histoire. Et du coup, évidemment, c'est pas toujours une très belle histoire. Parfois, c'est des trucs transformés, un peu catastrophiques. Mais en tout cas, voilà, d'avoir une relation un peu plus profonde avec ce que je mange.
Effectivement, prendre le temps de se poser de la question d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce que ça a été produit. On a un rapport totalement différent que le fait de manger sans y avoir réfléchi. Et comme tu l'as dit juste avant, quand on mange certains aliments, ça nous replonge dans l'enfance, on repense à certains souvenirs plus ou moins agréables. Si on nous a forcé à manger un aliment pendant toute notre enfance, il y a des chances qu'on soit dégoûté à l'âge adulte. Zina? Je trouve cet exercice génial. Merci beaucoup pour ça. Je trouve ça chouette et important de se connecter même à son désir, son plaisir ou son non-plaisir, enfin ses goûts, ses envies, parce que parfois on va automatiser certaines prises alimentaires. Je voudrais quand même juste rajouter un petit trigger pour nos auditeuristes qui nous écoutent, pour qui cet exercice est compliqué aujourd'hui. Ça arrive que la prise alimentaire soit tellement chargée émotionnellement que parfois c'est dur de s'arrêter sur la prise alimentaire. Et ça, c'est des choses qu'on questionne en thérapie, qu'on peut faire ensemble. Restez pas seul si vous êtes à ce stade-là en écoutant ça. Manger, l'acte de manger, c'est aussi, il me semble, on s'en sert aussi pour dire quelque chose de notre place sociale. En fait, on mange pas pareil souvent quand on est un homme ou quand on est une femme. Aussi, il y a parfois des enjeux de classe sociale, on mange pas exactement de la même façon. Je voudrais qu'on écoute un témoignage sur le sujet. J'ai grandi avec une grande et une petite sœur. Et c'était très valorisé chez moi de manger comme un garçon. À table, il y avait toujours des phrases adressées à mon père et à moi, type « Allez les garçons, vous finissez » ou « C'est bien, faut manger pour être fort ». Du coup, j'ai appris à manger 2 à 3 fois ce que mangeaient mes sœurs. Souvent, je finissais leurs assiettes. En parallèle, mon père contrôlait beaucoup la quantité de nourriture qu'elles ingéraient. Il était d'usage qu'elles mangent peu et surtout pas trop de viande. Mon père mangeait à peu près les mêmes quantités que moi jusqu'à ce qu'adolescent, je le dépasse. J'étais très fier d'être celui qui mangeait le plus de la famille. Ça faisait un peu l'événement devant les gens. Être le glouton à table, ça me rassurait. Ça me donnait une impression de virilité car peu de gens pouvaient me battre à ce jeu-là. C'était particulièrement le cas quand mon beau-frère militaire et très dominateur vivait à la maison. Je pense que c'était le seul sujet sur lequel je pouvais être plus un vrai mec que lui. Alors moi, quand j'ai entendu ce témoignage, j'avoue que ça m'a un peu provoqué de la colère. Ça m'a rappelé des moments en famille aussi, où finalement j'aurais bien aimé gloutonner un petit peu, et où en fait, étant assignée femme, c'était pas forcément hyper bien vu. Vous, qu'est-ce que ça vous a évoqué, Daniel ? Moi, ça m'a rappelé le rapport viriliste que je peux avoir à certains moments avec la nourriture ou que j'ai eu quand j'étais enfant. Tu te reconnais là-dedans dans ce... Je me reconnais assez fortement dans ce qu'on vient d'écouter. Étant un homme, ayant grandi dans une famille de 4 enfants avec d'autres, je suis le plus jeune, donc d'autres garçons, manger, c'était important. Et en plus, on était assez sportifs, donc on mangeait beaucoup. Et oui, j'ai un rapport parfois à l'alimentation où je mange des quantités alors que j'en ai pas particulièrement besoin ou c'est juste, voilà. Mais j'y ai réfléchi plus tard et je me suis dit, en fait, oui, c'est vrai que j'avais ce rapport-là à un certain moment. Maintenant, il y a des moments où je mange énormément, mais ça me pose pas de problème. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est extrêmement genré, la prise alimentaire. En fait, on peut utiliser plusieurs spectres. C'est genré d'une part. Moi aussi, dans mon expérience personnelle, j'ai toujours entendu fêter les coups de fourchette des garçons de ma famille, alors que moi, il y avait une hypervigilance sur mon assiette. Ça, c'est d'une part ce truc de la femme frêle et menue. Et puis après, ça peut être aussi, effectivement, comme tu le disais à juste titre, un truc de classe sociale. Je me rappelle très bien quand j'étais petite qu'il y avait certains trucs que je voulais pour le goûter. Et ingrate, je me plaignais que ma mère me faisait des gâteaux maison, alors que je voulais à tout prix le truc industriel que tout le monde avait à la récré. Et puis c'est aussi effectivement très il y a un biais culturel important. Manger, c'est un moment de partage, ça peut être je pense au fait que moi Noël dans mon travail malheureusement, c'est le moment le plus chargé parce que ça peut être chargé émotionnellement les repas de famille. On peut se venger sur son assiette parce qu'on est en train de passer un mauvais moment, comme on peut essayer de fuir son assiette parce qu'on l'a associée à des choses et en fait retrouver son plaisir dans le fait de manger, ça passe par déconstruire cette lunette, justement. Qu'est-ce qu'il y a aussi, il peut pas y avoir quelque chose d'un peu subversif et thérapeutique en réalité à manger différemment de ce qu'on attend de nous. Et moi, je voulais vous partager aussi un truc que je fais depuis quelques années maintenant. Je crois que le féminisme m'a un peu amené à ça aussi, qui est manger beaucoup. Et après, par exemple, je sais pas si j'ai un crop top ou un truc court, laisser mon ventre gonfler entre guillemets au regard de tous. C'est-à-dire passer par exemple à pied devant une terrasse de café avec le ventre gonflé, alors que pendant, je dirais 25 ans, j'ai appris à rentrer mon ventre et à, compresser toute la nourriture possible vers l'intérieur parce que c'était impensable pour moi de montrer ce ventre.
Je comprends. Enfin, finalement, il y a presque une logique symbolique dans le fait de manger, de prendre sa place, même dans le fait de grossir. En fait, dans les luttes féministes et intersectionnelles, prendre sa place quand on est une personne minorisée, c'est pas rien. Et donc, symboliquement, te dire, c'est bon, je bouffe. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'être assignée à une demi-portion. Si j'ai la dalle, en fait. Et c'est trop bien. C'est que j'ai envie de kiffer. Clairement. Et puis après, j'ouvre mon bouton à la fin du repas parce que j'ai beaucoup mangé, donc, et je me mets à l'aise et je m'adosse à la chaise et je suis bien, quoi. Kiff. Les représentations d'autres façons de se montrer en train de manger, c'est possible de le faire dans la vraie vie. Ça peut être aussi, par exemple, le cas de, quand on est une personne grosse, de s'autoriser en fait à manger un bon repas en public sans, dans la mesure du possible, évidemment, sans se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser ?» On peut faire ça aussi sur les réseaux sociaux. En réalité, on peut montrer d'autres choses. Ça peut être, par exemple, s'autoriser à se montrer, à montrer un ventre gonflé, s'autoriser à montrer des corps différents. Et ça peut être aussi, parce que on en parlait, Zina, il y a quelque chose de très violent avec la norme corporelle aussi. Parfois, où en fait, on se retient de manger parce que on a envie de correspondre à des corps qu'on voit toute la journée. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une solution dans le fait d'arrêter de voir les mêmes corps toute la journée? Donc, par exemple, faire ce qu'on peut appeler une sorte de curation sur les réseaux sociaux. Unfollow tous les comptes qui nous font nous sentir trop grosses, trop machin, trop moches, et suivre des comptes qui, en fait, nous font célébrer plein d'autres corps et plein d'autres façons d'être dans son corps. Absolument, bien sûr, c'est hyper important. Après, malheureusement, l'omniprésence des standards de beauté fait que Instagram, c'est un milligramme sur tous les supports, mais tous les supports que vous pouvez préserver de ces injonctions-là, c'est important de voir des corps différents, de voir des personnes avec des comportements différents. Parce que tu disais, on va se priver pour correspondre à un corps, mais parfois on va se priver pour correspondre à un comportement. Je me rappelle d'une copine qui m'avait dit qu'elle dînait avant d'aller à son date pour pouvoir manger sans appétit et correspondre aux stéréotypes de la personne qui mange jamais, quoi. Oui, alors ça, c'est un grand classique. Ouais. En réalité, on le connaît par cœur. Moi, j'ai plein de copines également qui me racontent ça. C'est fou. C'est fou. Et puis il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi toutes les choses qui nous sont imposées, les publicités qu'on voit dans la rue quand on marche ou quand on se balade, les mannequins dans les vitrines et ainsi de suite. Donc c'est aussi important de pouvoir se détacher un peu de ce regard-là et juste se poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de me vendre? Et tiens, pourquoi est-ce qu'ils mettent un corps comme ça pour vendre un téléphone? Il y a aucun rapport avec ce qu'ils sont en train d'essayer de me vendre et pourquoi ils me mettent ça? Ah ouais, ok, c'est encore un standard qu'ils essaient de m'imposer. Bon, voilà. Prendre un peu de recul par rapport aux publicités. On vous conseillera sur les réseaux sociaux, dans les ressources, tout un tas de comptes Instagram à suivre, Instagram ou autres d'ailleurs, des gens qui font du bien, des corps qui font du bien. Peut-être que Zina, tu peux en citer. Alors je pense au compte Stop Grossophobie de Sherazade Lexir, qui est vraiment génial. C'est une femme grosse et à la fois racisée, qui a une analyse politique de la situation. Je pense à Corps Cool, qui est une femme grosse et belge, qui a également une analyse. Fat Ethnographie. Je pense à En.Vie. Je le mettrai, je te l'enverrai, mais en gros, c'est aussi une personne racisée, grosse, qui a une lecture politique. Et en fait, ça fait du bien de comprendre nos ressentis à travers une lunette politique. Ça fait du bien d'enlever la lunette qu'on nous a imposée depuis qu'on est né pour essayer de questionner un peu ces injonctions. Dans les comptes que j'adore, j'ai aussi celui de Rosie Bourgeoisie, Gabrielle Lisa Collard également. Est-ce que qui est Miss aussi? Et qui est Miss, absolument. Et est-ce que pourtant, ça veut dire que si on a un corps plus normé, on doit s'empêcher de poster des photos de soi sur les réseaux? Je sais que toi et moi, Zina, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce sujet. On a une opinion divergente sur la question. Alors en fait, j'ai en tête deux usages. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous faites un usage privé, vivez votre best life. Et au contraire, montrez-vous. Au contraire, on n'a pas à cacher nos corps et c'est bien de prendre l'espace et c'est génial. Maintenant, c'est vrai, j'ai pas la même opinion concernant les comptes publics militants. Je pense que, à mon sens, il ne paraît pas tout à fait cohérent de dénoncer le standard de beauté et la norme sexiste et de se mettre en scène alors que on a un corps qui correspond aux normes. Daniel? Oui, effectivement, il faut prendre conscience des privilèges qu'on peut avoir en ayant ce corps-là et donc en l'exposant, il faut toujours se rappeler que voilà, c'est un privilège, comme le privilège par exemple d'être un homme dans une société patriarcale. Ok, donc en fait, il faut que je réfléchisse quand je fais certaines choses. On a des choses en plus, donc il faut qu'on fasse attention un petit peu aux gens qui sont en minorité ou qui sont discriminés par rapport à tout ça. Alors j'aimerais bien vous entendre ici dans le public. Je ne sais pas si ça vous a évoqué des choses, vous avez des questions, des choses à dire. N'hésitez pas, on va faire passer un micro. N'hésitez pas à lever la main haut et fort, c'est votre moment. La première question, c'est souvent la plus dure. Oui. Bonsoir, merci. C'est vraiment super intéressant de remettre toutes ces questions dans des contextes politiques et tout.
Du coup, c'était pas une question, c'est plutôt un témoignage, mais on parlait du fait de verbaliser ces oppressions, enfin de parler en fait de l'anxiété alimentaire, etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui socialisent autour de ça. Je pense à Weight Watchers, à toutes ces femmes qui se retrouvent religieusement. Enfin, moi, j'ai vu ma mère et ma sœur le faire pendant des années et créer une sociabilité autour de « à toi aussi, tu souffres de ça, à toi aussi, tu souffres de ça ». Et parfois je sais pas pourquoi, peut-être vous le savez puisque vous accompagnez les personnes qui souffrent de ça, mais se rassurer dans le fait de s'identifier à l'autre et de créer du lien au travers de ça. Mais aussi parfois, et je pense au rôle des mamans beaucoup, d'encourager des enfants et des adolescentes à nourrir des complexes. Oh ma fille, tu n'as pas ceci, t'as trop de seins, t'as trop de fesses, ou t'as pas assez ceci ou cela. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un rôle des femmes qui est un peu minimisé là-dedans aussi, malgré nous évidemment. Tout à fait. Ça fait un groupe de parole, mais sans professionnels qui accompagnent tout ça. Et donc, quand il y a un groupe de parole qui ont un souci commun, les personnes vont s'encourager dans leurs difficultés et trouver des astuces pour être encore plus minces ou pour encore plus consommer ou pour encore voilà. Et ça crée un cercle vicieux, ça peut être très dangereux. C'est pour ça que c'est, par exemple, en hôpital, quand on fait des groupes de parole comme ça, il y a toujours des professionnels autour qui sont là pour essayer d'accompagner et pour dire non, en fait là, on va arrêter de parler de techniques de comment se faire vomir plus ou ainsi de suite parce que c'est complètement délétère. En fait, tout à l'heure, dans le témoignage, il y avait, tu sais, l'exemple de cette personne qui disait, au moins quand je me couche et que je m'endors, je pense pas à la bouffe. En fait, c'est des degrés d'obsession tels que il est pas illogique de sociabiliser autour de ça, de se retrouver autour de ça. Limite, c'est soulageant parce qu'on va pouvoir partager ce truc. Ça reste pas tout seul dans la tête. Et c'est très triste. Et t'as raison. Il y a une forme de responsabilité, responsabilité. En tout cas, il y a une transmission transgénérationnelle, parce que les mamans vont dire ça à leurs filles. C'est quand même très genré, hein. Mais les mamans vont dire ça à leurs filles. Parfois, on se rend compte que la grand-mère a elle-même eu des troubles de la conduite alimentaire. Et cette croyance que il y a tout un ensemble de règles à respecter pour être mince, c'est un truc qui est élevé au rang de religion. T'as raison. Je pense que le meilleur moyen, on l'a dit tout à l'heure avec Camille, de sortir de ça, c'est de sortir du silence. Plus on en parle, plus c'est banalisé, plus on a envie d'en sortir, plus on crée les conditions favorables à une prise de conscience sociétale. Une autre question ? Je voudrais savoir si apprendre à aimer à cuisiner, ça permettrait d'avoir un rapport plus sain à la nourriture. Et est-ce que ça pourrait aider les personnes qui sont en difficulté à sortir de cette difficulté ? Alors la cuisine, moi à titre personnel c'est ma passion, donc je trouve que ça peut être un super moyen, mais je pense que ça dépend de toutes et tous, dans le sens où tout à chacun va avoir une histoire différente, et quand on n'aime pas cuisiner, parfois on se retrouve dans la double peine de se sentir coupable de pas aimer cuisiner et de se sentir coupable de manger des trucs transformés ou réchauffés vite fait, et donc finalement paradoxalement moi je vais me retrouver avec des personnes de ma patientèle à déculpabiliser ce truc. Et parfois il y a même des personnes qui souffrent d'anorexie ou qui souffrent de troubles alimentaires d'ailleurs, tout trouble de la conduite alimentaire confondue, qui vont faire l'exercice de se déculpabiliser de commander un truc à manger ou de manger un truc surgelé. Même ça, c'est un exercice qui peut être sympa. Tu vois, t'achètes une pizza surgelée, tu la partages avec tes potes, tu passes un bon moment et te dire, en fait, ça peut être le kiff. Parce qu'effectivement, à nouveau, dans la cuisine, il peut y avoir un contrôle. On va contrôler ce qu'on va mettre. On va mettre, ah non, je vais pas mettre trop de beurre dans ma poêle et ainsi de suite pour éviter qu'il y ait le moins de matière grasse possible. Et on rentre dans quelque chose où c'est vraiment à nouveau dans le contrôle. Si c'est de la cuisine plaisir et on adore et on se fait plaisir, on dit, tiens, on sent une épice, tiens, je vais rajouter ça, je vais essayer ça. On fait de l'art, on fait de la création. Là, il y a aucun souci. Mais si c'est dans le contrôle, ça peut être un petit peu plus dangereux. Donc, c'est aussi bien sûr au cas par cas et puis revoir. Mais ça peut être quelque chose d'assez thérapeutique aussi de reprendre la main sur ce qu'on mange quand on n'avait pas cette habitude-là. Zina, tu es notre invitée. Donc c'est toi qui vas terminer ce podcast. Le mot de la fin, est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller pour aller plus loin, pour nous libérer un petit peu ? Oui, alors moi j'ai une série que j'adore et que je recommande à tout le monde en ce moment. C'est une série qui s'appelle Shrills, qui en France est diffusée sur Canal+. C'est une série états-unienne à propos d'une jeune femme pigiste, journaliste qui galère. C'est une femme grosse qui vit sa best life, elle tombe amoureuse, elle se rend compte qu'il lui arrive des trucs pas cool, elle se prend des réflexions grossophobes, mais c'est un détail finalement. Il s'agit pas d'un truc hyper misérabiliste sur une personne grosse qui va perdre du poids. Il s'agit d'une femme hyper inspirante qui est en coloc avec une femme grosse et noire qui va vivre des trucs aussi hyper inspirants. On passe un bon moment, c'est ludique et en même temps ça nous empêche pas de réfléchir, donc go.
On vous partagera cette ressource et d'autres sur nos réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est @encoreheureuxpodcast. Sur le site de Binge également, binge.audio. Vous y retrouverez également l'exercice de Daniel. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, Daniel Batoula, Zina Mebkout. Merci au public pour votre présence. Merci à la Gaieté Lyrique pour l'accueil. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud et produite par Charlotte Bex. Merci à toi, Camille. Merci. Merci. Salut, merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est enregistré chaque mois en public à Paris et la billetterie pour assister aux prochains enregistrements est ouverte. Rendez-vous sur le site de la Gaieté Lyrique ou sur le lien en description de cet épisode.